débat, spécial débat avec Popol Djamani, qui est président de l'AVR. Il va nous dire la définition et nous allons parler, comme à l'accoutumée, des sujets d'actualité et bien d'autres choses. Popol Djamani, bonne année. Merci, bonne année aussi. Nous sommes encore au mois de janvier, donc nous profitons. AVR, ça veut dire quoi? AVR signifie Alliance de valeurs républicaines. Les valeurs républicaines. Les valeurs républicaines. Et pourtant, on dit de la RDC championne des antivaleurs. La RDC a commencé, en fait, a été, après son indépendance en 60, ce n'est que normal qu'avec le temps, il faut qu'on arrive à extirper ces antivaleurs pour placer des valeurs au niveau des institutions et au niveau des hommes de la RDC. Donc, aujourd'hui, comment faire pratiquement pour changer cela? Que les valeurs reviennent. Parce que nos pères, les pères de l'indépendance avaient quand même certaines valeurs, ils avaient une certaine idéologie, ils avaient vraiment des perspectives et tout ça. On dirait que nous, on a tout perdu. On dirait que le Congolais vit, permettait vraiment l'expression comme un animal, du jour au jour, sans vision, sans idéologie, sans perspective. Évidemment, parce que nous, au niveau de notre parti politique AVR, nous prenons la refondation comme socle de changement de l'homme et de la société congolaise. Parce que nous prenons la refondation sur un concept de manière générale où nous allons voir l'éducation, la santé, pourquoi il faut refonder certains systèmes. Il faut privilégier certaines sanctions pour que ceux qui commettent des abus, des impairs, puissent trouver la rigueur de la loi et non être complaisants de pouvoir appliquer la loi vis-à-vis de certains criminels. Et donc, ce que vous dites est fort, parce que nous avons constaté ça, raison pour laquelle nous avons pris comme initiative de créer un parti où nous assurons sur la refondation, l'authenticité, le développement et mais aussi l'intégration. Maman Levlembe a dit trop de partis politiques. Il y a trop de partis politiques en RDC. Au lieu de créer des entreprises, tout ça, les jeunes ou les Congolais en général se focalisent sur la création de partis politiques. Pourquoi un pays avec plus de 500 partis politiques, Djamani? Est-ce que ça nous apporte quoi, tous ces partis politiques? Bon, nous sommes partis, vous savez que la RDC en 2003, c'était un groupement du gouvernement avec les forces belligérantes. Ils se sont dit d'accord pour qu'on ait au moins un multipartisme. Je sais qu'en 92, avec l'UDPS, c'était très difficile de l'arracher entre les mains de feu maréchal Mobutu. Mais au moins, les Congolais se disent que nous avons des idées. Il faut partager. Lorsque nous adhérons à des partis politiques, la problématique qui se pose, c'est que nos voix, nos idées ne sont pas entendues par celui qui dirige. Et parfois, les jeunes sont étouffés ou bien il y a une complaisance qui ne dit pas son nom. C'est ainsi que beaucoup se veulent avoir des idées très innovatrices et ils se mettent à créer des partis politiques. Et comme aussi la Constitution n'interdit pas à quiconque de créer son parti politique, nous sommes là avec ces partis politiques. Simplement, il faille que la loi puisse avoir une certaine tendance clairement identifiée pour permettre à ce que les partis politiques, on arrive à comprendre ils ont de quelles tendances. Bon, aujourd'hui, vous avez des partis politiques républicains, vous avez des partis politiques sociodémocrates qui font des allégeances ou des unions avec d'autres partis politiques, simplement pour la survie politique en tant qu'acteur. Aujourd'hui, on ne parvient même pas à les mettre sous quelle branche, démocrate, républicain, droite, gauche. Aujourd'hui, c'est difficile. Il est très difficile parce que d'identifier nos partis politiques. Il est très difficile par parce rapport à leur idéologie. D'abord, c'est l'étendue du pays, c'est le nombre des tribus, le nombre de localités qui fait que au jour d'aujourd'hui, les élections, s'il faut le dire d'abord, c'est d'abord tribal. Parce que sociologique. Sociologique, bon, tribal. Oui, on dit tribal, anthropologique, sociologique, pour être plus modéré. Plus clean. Mais bon, pour que nous comprenions facilement, c'est d'abord cette question est d'abord liée à l'espace de la personne qui prétend vouloir obtenir un suffrage, vouloir représenter une partie du territoire, un peuple ou ses électeurs. Et donc, on part de là pour dire que, écoutez, il faut que je crée mon parti politique, il faut que je fasse ceci. Et on s'assoit sur ces évidences-là pour asseoir une communication politicienne, soit-elle. Mais on aurait voulu avoir des lois plus rigoureuses dans le sens pour que, lorsque vous êtes dans telle tendance, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire... Et c'est ce que nous avons vu avec le changement de majorité en cours de l'année. C'était un problème. C'est une catastrophe, malgré que nous soutenons les institutions, mais c'était une catastrophe parce qu'on ne pouvait pas comprendre comment est-ce que ceux
qui sont issus de telle tendance puissent quitter. Basculer facilement. Et facilement comme ça, alors que le jeu politique est assis sur les partis politiques. Au jour d'aujourd'hui, je suis président d'un parti politique, je me verrai peut-être difficilement dans l'incapacité de permettre à ce qu'il y ait mes membres qui vont aller déposer la candidature et que demain, si je ne suis pas d'accord avec le président de la République, ils peuvent changer. Alors que l'arrêt de la Cour que nous avons critiqué n'a pas permis à ce que ces choses puissent être évitées. Nous sommes dans l'année électorale 2023, Djamani. Je vais vous appeler Djamani? Pas de problème. Nous sommes en 2023, l'année électorale, et beaucoup de choses se disent. On sent déjà une certaine tension dans le chef de la population et même surtout des politiques de notre pays. Alors on se pose la question, 2023, vous-même là, en tant que politique, comment vous ressentez cette année? Bon, 2023, je ressens cette année comme étant une année dans laquelle il faudrait que le Congolais, dans son ensemble, puisse se mettre d'accord sur un consensus politique. Parce que, à la lumière des éléments que nous possédons, il est très difficile de pouvoir dire clairement, avec honnêteté, qu'au soir du 20 décembre 2023, il y aura élection. Mais tout est fait, la CENI nous a rassurés, le président de la République nous a rassurés qu'il va respecter le calendrier. Et c'est presque une question vitale. On ne peut pas ne pas avoir les élections en 2023, Djamani. Je voudrais rappeler ici que nous n'avons pas eu les premières élections en 2023. Et ceux qui sont au niveau de la gestion des institutions de cette centrale électorale sont championnes dans nous faire comprendre des choses alors qu'ils n'arrivent pas à les faire en temps plein. Je vous prendrai le cas ici avec Corneille Nangaa. Il avait commencé l'enrôlement, mais à un certain moment, il a saisi la Cour constitutionnelle pour demander qu'il y ait modification du calendrier électoral parce qu'en 2015, si je ne m'abuse, il ne pourra pas tenir les élections en 2016. En 2016 hein. Et aujourd'hui, ce qui est fait, c'est que... C'est le même schéma, en fait. C'est le même schéma. Denis Kadima a lancé le processus pour démontrer à la face de la communauté internationale et nationale que le président de la République a une bonne volonté. Mais la question qui se pose ici, c'est s'il n'y a pas élection, qu'est-ce que nous allons faire? Mais quand même, Djamani, nous sommes au, je crois, 3e processus électoral déjà, 4e même, nous y allons. Les erreurs du passé ne nous enseignent-elles pas, Comment on peut commettre les mêmes erreurs à chaque fois, papa? À chaque fois, on commet les mêmes erreurs. Les élections ne se préparent pas à la veille. Non, mais c'est juste après les élections. On commence déjà à préparer. Comment chez nous, ça ne coule pas comme en France? Comment ça ne coule pas? Il y a toujours des blocages. Les vrais problèmes, c'est que les acteurs politiques, les représentants du peuple n'arrivent pas à accompagner clairement les institutions de la République ou l'institution présidente de la République. Comment ça? Vous vous souviendrez que la CENI, de par la loi, de par les lois subséquentes, ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle pour une question de modification du calendrier électoral. Cette disposition pour modifier le calendrier électoral est appuyée sur l'article 76. Mais nous avons vu en 2015 la CENI saisir la Cour constitutionnelle. Et la Cour a rappelé à la CENI que vous ne pouvez pas me saisir. Mais comme la question que vous posez est d'intérêt général, je me permets quand même de réfléchir. Alors qu'à cette époque, avec une nouvelle classe politique, avec des nouveaux dirigeants, ils devaient, c'est-à-dire l'ensemble qui sont de la majorité présidentielle aujourd'hui, majorité parlementaire voudrais-je dire, devra déjà réfléchir sur comment est-ce qu'on peut permettre à la CENI de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle sur certaines questions conjoncturelles. Là, on doit modifier carrément la Constitution. On doit modifier la Constitution. Ça va nous prendre encore du temps, non? La révision constitutionnelle n'est pas une question de temps. C'est l'objectif que nous visons. La Constitution est impersonnelle. Et cette impersonnalité de la Constitution fait que les acteurs politiques, nous devons nous dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses aillent de l'avant. C'est ça le vrai problème. Et vous remarquez que la CENI a saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger. Et la même Cour constitutionnelle répond que vous ne n'êtes pas même de me saisir, mais je vais répondre parce que l'enrôlement est un droit civique. Et donc, il y a des questions comme ça pour lesquelles il faille qu'on réponde bien avant par la révision constitutionnelle. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a des articles précis à changer? Pour notre part, nous avons d'abord voulu modifier l'article 73, l'article 75, 70 et 76, 104. Pourquoi? Parce que nous estimons que le candidat président de la République, qui est déclaré vainqueur par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, qui, au soir de la passation du pouvoir, décède, qu'est-ce qui va se passer?
OK. Le président sortant est là, mais les délais pour qu'on organise une nouvelle élection parce que le candidat déclaré vainqueur des fêtes n'existe pas. Deuxième problématique que nous avons de notre Constitution, c'est la question liée au cadre juridique qui fait que le président de la République reste en fonction lorsque les élections ne sont pas organisées dans les délais. Parce qu'il n'existe pas d'un cadre juridique. La Cour constitutionnelle a dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective avec son successeur. Mais cette disposition où l'arrêt de la Cour est incomplet dans la mesure où on ne nous donne pas le délai pour lequel le président en fonction doit rester. Et donc cette problématique a amené notre parti politique à pouvoir réfléchir et à pouvoir échanger avec d'autres forces politiques, à l'instar du MLC, de l'UDPS, de l'AVC, et nous sommes allés déposer même au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale notre avant-projet de proposition de loi parce que nous estimons qu'au soir du 20 décembre 2023, s'il n'y a pas d'élection, on aurait dû éviter le chaos qui va être engendré. Compliqué tout ça, c'est compliqué, mais il y a quand même une disposition qui nous dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation. C'est l'article 70 alinéa 2. Oui. Donc vous voulez qu'il y ait un délai bien précis par rapport à ça? Parce que nous estimons que s'il n'y a pas élection, on doit créer le cadre juridique pour que le président de la République reste en fonction. L'article 7 de la Constitution française préconise cela. Et ce sont des vieilles démocraties. Il faut rappeler ici que la Constitution française a été révisée 24 fois. 24 fois. 24 fois, depuis 1958, lors de la promulgation. Et la première fois qu'on a révisé la Constitution française, c'était 4 ans après, donc en 1962. Et chez nous ici, lorsque nous parlons de la révision constitutionnelle, c'est un tabou. C'est un tabou, alors que nous voulons vivre en France, nous voulons avoir des cultures européennes, particulièrement françaises, mais lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, on est réservé. Et ça nous pose un problème. Et nous disons, mais là où vous allez, auprès de qui vous allez trouver la science, eux ont révisé la Constitution 24 fois au jour d'aujourd'hui. Et nous, c'est seulement une seule fois, en 2011. En 2011. Mais il y a quand même certains articles, c'est vrai que vous avez mis l'accent sur certains, mais la population se pose aussi des questions par rapport à la révision de certains articles. J'ai un intellectuel avec moi, c'est cette histoire de la nationalité exclusive pour les Congolais. Beaucoup disent que c'est déjà caduque, il faut qu'on change parce que les réalités sont tout autres et que nous le vivons déjà, même si la nationalité est une exclusive, mais on vit déjà avec des binationaux pleins. Donc on doit vraiment, dans les institutions, donc on doit arrêter cette hypocrisie, mettre cet article sur la table et en débattre froidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, le Congo ou la RDC est entouré de 9 pays. Chaque frontière, il y a une culture étrangère. Et pas forcément, hein? Non, je dis chaque frontière. Ça veut dire que quand vous êtes ici avec le Congo-Brazza, il y a des Congos. Non, ça veut dire que j'ai dit qu'il y a la culture des Congolais de Brazzaville. Okay. Vous avez la culture des Centrafricains. Vous avez la culture des Rwandais. Et les parents ne peuvent interdire à leurs enfants de pouvoir trouver l'amour dans l'autre rive. Et lorsqu'ils vont aller trouver l'amour, ils feront des enfants. Et lorsqu'ils feront des enfants, vous allez interdire à ceux-là de pouvoir postuler dans leur pays d'origine. C'est une aberration. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la mutualisation, il y a un changement de transformation. Nous pouvons peut-être, comme c'est veut dire dans 2-3 structures, qu'on peut renforcer la question sur la nationalité. C'est-à-dire renforcer? C'est-à-dire que lorsque vous êtes congolais et que vous avez, par exemple, un père, une mère qui n'est pas congolaise ou un père qui n'est pas congolais, on peut vous dire, bah, écoutez, voici la catégorie des choses que vous pouvez faire et ne pas faire. Donc vous êtes pour la loi des pères et des mères, hein? Mais il faut d'abord changer la Constitution. Non, mais vous-même personnellement, vous êtes pour cette proposition de loi Tchani? Au jour d'aujourd'hui, avec la Constitution actuelle, c'est une aberration. Il faille réviser la Constitution pour permettre à ce que la loi Tchani soit en vigueur. Ne pas le faire, c'est difficile. Qu'est-ce que ça va apporter, cette loi Tchani, selon vous? Parce que beaucoup disent que c'est une loi... Ils visent en fait les métis à peau claire, disons-les comme ça, et les métis à peau foncée, on ne va pas le sentir. Parce qu'aujourd'hui, Djamani, comment sauriez-vous, en regardant comme ça, que celui-là est de mère congolaise ou de père congolais? C'est ainsi que je dis. Mais pour un métis, c'est plus un métis blanc, c'est plus frappant. C'est très frappant, c'est très regardant, c'est très remarquable. C'est très remarquable. Moi, je dis que la loi du professeur Noël Tchani, pour qu'elle soit d'application au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on puisse réviser la Constitution. Ne pas le faire, sa démarche
est suicidaire. Vous estimez que les pères et les mères, issus des pères et des mères, sont plus patriotes que ceux qui n'ont qu'un seul parent congolais? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je me dis que, à la limite, dans notre pays, avec tout ce que nous rencontrons, avec tout ce que nous entendons de gauche à droite, avec tout ce que nous vivons, et je vais ici paraphraser ou bien prendre les mots du président de la République, il dit, ceux qui ont ramené ces pays ici sont des pères et des mères, qui ont détruit le pays. Ce sont des pères et des mères. Mais à un certain moment, on se regarde, on dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Ici, la question de la souveraineté, nous disons que si un Congolais qui est de père, un Congolais qui est de mère, arrive à voir dans la même longueur, dans la même mesure le problème congolais, peut ne pas voir de la même façon que celui qui a qu'un papa ou un maman congolais. Prenons l'exemple des Congolais qui ont acquis une autre nationalité et qui travaillent dans les institutions. Sont-ils plus patriotes que celui qui n'a qu'un seul parent congolais? Parce que je donne un exemple pratique. C'est vrai que ça va choquer, mais ça se fait. L'ancien porte-parole du chef de l'État, qui est décédé, avec le plus grand respect, il a été porte-parole, la voix du président de la République, mais au fond... C'est un Belge ou un Français, parce qu'il on l'a éliminé. C'est un Français qui était enterré en plus. Est-ce que vous comprenez la signification de l'enterrement chez un Bantou? Évidemment. Chez nous, les Congos, par exemple, tu dois être enterré dans ta terre natale. Est-ce que cela ne vous choque-t-il pas qu'un Français, parce que nous, on n'a pas, la Constitution n'a pas encore été révisée, il faut être clair, qu'un Français ait été le porte-parole du chef de l'État par rapport à un Adam Bombolé qui a la nationalité congolaise? Est-ce que Abed Achour, qui est congolais, est différent de celui qui a la nationalité étrangère? Dites-moi aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, Abed Achour peut être aussi porte-parole du chef de l'État puisqu'il est congolais? Bon, ça va vous choquer parce qu'il est blanc de peau. Est-ce que le président de la République a été trompé? Nous ne le savons pas. Est-ce que... Les services sont là pour ça, je le pense. Nous pensons. Parce que nous pensons que, est-ce que les personnes auprès de qui le président de la République estime être ce collaborateur ne lui disent pas tout? Ils sont toujours là en train de vouloir chercher à avoir un poste et cacher. Rappelons-nous ici, le Premier ministre Badi Banga. Le Premier ministre Badi Banga a été nommé, il n'était pas congolais. Il a fallu une deuxième ordonnance du chef de l'État. Kabila, Kabila, je parle de Kabila. Ça, au moins, ça s'est passé, mais pas maintenant. Je dis, donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nos structures appropriées qui doivent détecter qui est qui ne fonctionnent pas correctement. Et encore, sous Vital Kamerhe, quand il était président de l'Assemblée nationale, on a créé un moratoire. Alors, au jour d'aujourd'hui, il est très difficile de connaître qui est qui, parce que lorsque nous avons eu les affres de la guerre, beaucoup sont été faits réfugiés, beaucoup ont été demandeurs d'une nouvelle nationalité, et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ils reviennent et cachent une nationalité acquise, et ils veulent se prétendre être des Congolais. Raison pour laquelle nous disons qu'il faille que les services appropriés, lorsqu'on vous nomme, lorsqu'on vous check pour avoir telle ou telle fonction, le service va déjà donner. Si le service ne le fait pas, nous constaterons simplement. Maintenant, voilà pourquoi nous disons qu'il faut refonder certains systèmes politiques pour renforcer juridiquement les décisions à permettre aux dirigeants en disant j'ai toute une lumière pour savoir qui est qui et qui fait quoi. Le verrouillage du poste de chef de l'État sous d'autres essieux, je ne crois pas qu'en France on a verrouillé autant, parce qu'il y a Sarkozy qui est d'origine nous avons notre culture, Non, mais et nous devons la comparaison est toujours bien. Ça nous permet quand même d'avoir certaines bases. Aux États-Unis, par exemple, il faut être né sur le sol américain pour prétendre à la magistrature suprême. Ici, chez nous, pour vous, le vrai verrouillage, ou le mieux, qui doit s'adapter chez nous, pour vous, pour verrouiller ce poste, c'est quoi selon vous? Je disais que la loi Tchani est une loi, pour qu'elle puisse passer dans le collectif national des Congolais lambda, on doit réviser la Constitution pour démontrer, pour pouvoir éclater la loi sur la nationalité. Une fois que c'est fait, on peut se dire, être chef de l'État doit avoir quel type de nationalité?
Être Premier ministre doit avoir quel type de nationalité? Être président de l'Assemblée nationale doit avoir quel type de nationalité? Impersonnel, ça doit être vraiment Voilà. impersonnel. Très impersonnel, très impersonnel. À ce moment-là, on peut se dire à quel moment, nous, Congolais, on sait protéger notre nationalité. Au jour d'aujourd'hui, c'est que Noël Tchani fait, moi j'estime qu'il est en train de vendre ses idées, mais qui ne pourront pas passer à l'heure de la Constitution actuelle. Ce qui arriverait, c'est que déjà, ici, s'il faut le parler ainsi, c'est le cas de Moïse qui prétend être candidat et qu'il y a certaines personnes qui estiment qu'il y a plusieurs nationalités autour de lui. Okay? Et donc, il y a la Cour constitutionnelle qui va démontrer lorsqu'il va déposer sa candidature, mais déjà, nous avons des jurisprudences à son égard. Il a été candidat en 2006. Il y a un arrêté qui l'a confirmé. Il a été gouverneur. Il y a un arrêté qui l'a confirmé. Il a son passeport. Et donc, pour dire qu'on doit d'abord réviser la Constitution. Une fois que nous révisons la Constitution, et il faut trouver le cadre, le consensus politique pour dire quelles sont les thématiques, quels sont les termes, quelles sont les dispositions qu'on peut réviser. C'est à ce moment-là que nous allons être grands. Prétendre et justifier par rapport à une position pour plaire au chef de l'État, tout ça, c'est pas bon. Nous allons rentrer en arrière. Cette histoire de nationalité nous pousse à réfléchir par rapport à ce reportage de Vox Africa, je sais que vous l'avez suivi, sur la République des copains. Parce que moi, j'y tiens parce que ça m'a énormément choqué. La façon dont les autres, aujourd'hui, ont une image de nous. La République des copains. Est-ce que c'est interdit, là c'est vraiment impersonnel, est-ce que c'est interdit à un chef de l'État de s'entourer de ses amis? Parce que copain, moi je trouve ça trop péjoratif. De s'entourer de ses amis pour mieux travailler. Est-ce que Macron tous ceux qui sont autour de Macron sont-ils ses amis? Est-ce que Joe Biden est entouré de ses amis? Est-ce que Obama était entouré de ses amis? Est-ce que le président rwandais est-il entouré de ses amis? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans les cabinets présidentiels ailleurs? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le président de la République est au service de la nation. Okay. Et donc, pour servir la nation, il a besoin des compétences. Il est possible qu'un ami puisse avoir de la compétence. Okay. Mais il est toujours mieux, parce qu'on n'est pas ami du chef, on accompagne le chef à réaliser les promesses qu'il a données, qu'il fait le pacte républicain qu'il a signé avec ceux qui l'ont élu. Okay? Et donc, il est toujours mieux qu'autour du chef, qu'on extirpe le côté copain-copinage, qu'on place travailleurs et compétences. Et si nous allons de ce point de vue-là, okay, les sentiments ou bien l'approche qui est qui n'a pas sa place. Okay? Parce que j'estime que Macron, lorsqu'il faisait campagne, autour de lui, il avait des amis. qu'il a commencé avec. J'estime que Barack Obama avait des amis avec qui il a commencé, qui sont peut-être ses conseillers. Et il y a certaines personnes qui ont peut-être mis la main dans la poche pour pouvoir subvenir à certains besoins des campagnes du candidat président de la République. Ce qui fait que lorsqu'on arrive au sommet, on veut, si on prétend qu'on doit remercier tout le monde, alors le pays va rentrer en arrière. Mais on peut dire que par rapport à cette compétence, je te place là. Maintenant, la question qu'il faut savoir, est-ce que lorsqu'on a placé ces gens-là, on les a donné un job description? C'est ça le vrai problème. Est-ce qu'ils ont un job description? Parce que si celui qui a été placé par le chef de l'État n'a pas un job description, il fera n'importe quoi. Il fera n'importe quoi. Moi, j'aime toujours des comparaisons. Ça m'aide. Est-ce que le cabinet d'un chef d'État est un gouvernement bis partout dans le monde? Ça dépend des approches. Ça nous aide à comprendre ce qui se passe chez nous. Ça dépend des approches. Okay. Ça dépend des approches parce que le président de la République a besoin d'avoir la situation générale de la nation. Okay. Et il a besoin d'avoir des experts dans chaque domaine. Dire que c'est un gouvernement bis, c'est une façon de présenter les choses. Mais au sein du cabinet du président de la République, tous les secteurs qui ont des ministres doivent se retrouver dans son cabinet. Okay. Parce qu'il appartient au président de la République lorsqu'il fait, je prends le cas de la RDC, lorsque le président de la République fait l'état de la nation, il doit parler secteur après secteur. Il n'appartient pas seulement à ce que le ministre dit, que le président va dire oui, il faille aussi que le responsable, le conseiller de ces secteurs-là puisse lui dire voilà, avec ses ministres, c'est ça. Raison pour laquelle au Conseil des ministres, le président de la République donne des orientations.
Et ces orientations, il les donne sur base des informations qu'il aurait de ses conseillers dans les secteurs. Qui travaillent en symbiose avec les ministres. Avec le ministre. Généralement, ça se fait comme ça. Généralement, ça doit se faire comme ça. Mais ici, dans les pays africains, lorsqu'on est près du soleil, on pense qu'on a tout le pouvoir et on est capable de faire n'importe quoi. Et c'est ce qui arrive malheureusement. C'est pour ça qu'il y a trop de scandales autour et on reproche au chef de l'État de ne pas trop les sanctionner. Bon, le chef de l'État, il est président de la République, il est père. Il doit avoir toutes les informations nécessaires, utiles, pour pouvoir sanctionner ses collaborateurs. Je crois qu'il a déjà commencé. Est-ce qu'il a attendu tard pour les faire? Ça, c'est une question. Oui. Ça, c'est une question. C'est une récupération politique aujourd'hui parce qu'il les sanctionne qu'en 2023. C'est une question. Il a presque changé son cabinet en 2023. C'est une question purement personnelle parce que le président de la République est regardant dans beaucoup de choses. Je vous ai dit tout à l'heure ici que lorsqu'on fait campagne, on a des personnes qui viennent autour de nous avec des agendas. Et parmi ces agendas, il y a d'autres qui sont des pourvoyeurs. Et à un certain moment, il faille dire, bah, écoutez, nous avons travaillé, tiens, aide-moi dans tel domaine. Maintenant, est-ce que le chef de l'État ou le directeur des cabinets ou les services qui ont sélectionné les animateurs on veut profiler un job description? Est-ce que le président, il faut être direct, nous sommes dans une année électorale, est-ce que le président est-il coincé, je peux m'exprimer ainsi? Parce que le président de la République n'est plus notre ami. C'est une institution à part. Mais beaucoup n'avaient pas compris ça. N'avaient pas compris. Est-ce que nous pouvons aller un peu dans l'Est de la République quand même? Aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes à l'Est de la République. Pendant que nous tournions cette émission, on nous a dit que les groupes rebelles avanceraient déjà vers Goma. Est-ce que pour vous, Goma peut tomber? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Parce que je crois que ça sera quand même pas très bon que Goma, une très grande cité, une très grande ville comme Goma, puisse encore tomber. Madame, la question que je me pose, que font les services qui accompagnent les institutions? Le parti politique Alliance des valeurs républicaines a dénoncé par lettre ouverte que très incessamment, Goma tombera. Ah, vous l'avez déjà prédit? Oui. Oh, ben vous êtes des prophètes. Hein. Non. C'est que simplement des analystes à froid. Donc vous regardez vraiment comment ça se passe. Et c'est que nous l'avons dit. Nous avons peut-être tweeté, nous l'avons écrit. Mais ceux qui sont à côté du président de la République, soit ils ne lisent pas, soit ils viennent nous dire, ils disent bon, écoutez, c'est un document, c'est un monsieur. D'abord, il est d'abord qui il tire les tiroirs et il fait ce document. Donc, il ne vaut rien, quoi. Vous comprenez? C'est ça qui nous écœure, parce qu'on peut apporter quelque chose. On peut dire des choses. On peut dire, voilà, j'ai dit dans une émission précédente ici, j'ai dit non. L'un des éléments qui fera sorte qu'il n'y ait pas d'élection, c'est la question de l'insécurité. Quand tout va péter. Oh, ça risque. Hein? Ça pétera, madame. Ça pétera. Parce que tous les ingrédients sont la communauté internationale se met à protéger la minorité des Rwandais. Cette minorité Tutsi. Et le président de la République, dans sa façon de faire les choses en homme d'État, en homme de dialogue, il fait dire, j'ouvre le dialogue avec le président rwandais pour telle ou telle affaire, mais ce n'est pas de la même visée avec celui-là. Et puis il faut dire ici, madame, que tous les autres présidents de la République des pays qui entourent la RDC sont des anciens militaires. Le nôtre ne l'est pas. Et donc, lorsqu'on voit, on comprend les jeux qui se jouent. C'est une question que je me pose toujours. Pour être un bon président d'Afrique, il faut être militaire? Non, pas seulement. Ça apporte un plus, un militaire. Dans un pays comme le nôtre, où tous les regards du monde y est, il faille que le président de la République, entre guillemets, bon, il faut qu'il fasse une formation ou bien quelque chose comme ça, puisse au moins avoir une petite formation sur l'apanage militaire. Parce que ça apporte un plus. Même si moi, aujourd'hui, je vais prétendre d'ici 2000 quelque chose comme être président de la République, il faille que j'entre au moins dans des formations sous les chaînes et tout ça. Parce que j'aurai une vie globale, mais une vie militaire.
Ok. Ok. Oui, Et parce donc, que les militaires ont une autre vision, de la Voilà. chose, hein, Et donc, de la chose publique. nous avons dit ces choses, mais personne n'a voulu écouter. Personne n'entend. C'est comme nous parlons de la révision constitutionnelle, personne n'entend. Lorsque Martin Fayulu, ou le président de l'IFID, dit qu'il faut qu'on trouve un consensus politique, Personne n'entend. personne n'entend. Lorsque Kabila, qui est au coin, vous dit qu'on doit aller dans un consensus politique, personne n'entend. Parce que, à l'époque, lorsqu'on disait à Kabila de trouver le consensus politique, Kabila ne voulait pas entendre. Ah, lui aussi à l'époque. Hein. Oui, vous vous souviendrez, l'accord d'Addis Abeba, on disait au gouvernement de Kabila de pouvoir mettre en place une plateforme pour qu'on puisse dialoguer. Kabila a refusé, il est venu avec les concertations et tout ça. Et on est arrivé à l'accord de Saint-Sylvestre. Et nous avons eu 2 ans. 2 ans. Et donc, c'est le même schéma qui est en train de se dérouler. Donc, les élections, si je vois bien, on risque d'avoir les élections en 2025. Oui, parce 2025-2026. que nous l'avons dit, ce sera en 2025, mais nous demandons, nous, AVR, qu'on crée le cadre juridique pour lequel le président de la République doit rester en fonction. Il faut que les députés nationaux, les sénateurs et les députés provinciaux arrivent à déclarer les biens, madame. Vous savez que ces gens ne déclarent pas leurs biens. Mais il y a quand même un compatriote, Djamani, qui a demandé carrément que le président puisse suspendre ces deux assemblées, parce que c'est budgétivore. Nous sommes dans une période critique où le pays est attaqué de tous côtés, que tout l'argent là, qu'on donne ça à l'armée. Parce que de toutes les façons, cette année, qu'est-ce que l'Assemblée va faire? Madame, produire aucune loi aujourd'hui. Madame, l'Assemblée nationale et le Sénat sont des institutions constitutionnelles. Suspendre une institution constitutionnelle, ça demande quoi? Veut dire qu'il faut qu'il y ait un référendum. Oh. Or, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de loi référendaire. C'est ça le malheur des acteurs politiques. Ils ne pensent qu'au ventre. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une loi référendaire. Et donc, même si le président de la République doit déclarer la guerre, il faut que ça passe à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il parle au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut qu'il appelle les grands leaders d'opinion pour préparer la population. Est-ce que nous pourrons gagner le Rwanda si nous déclarons une guerre frontale? Madame, si la RDC déclare la guerre au Rwanda, nous allons gagner la guerre. Parce que nous avons les atouts, nous avons les équipements, même quand bien même nous pensons que nous ne l'avons pas, nous les avons. Et simplement, il faut qu'il y ait convergence des vues. Aller en guerre seul, sans convergence de vues, on va perdre. Ça, c'est sûr. Il est important pour nous, et nous l'avons demandé au président de la République de convoquer des gens, de convoquer les acteurs. Mais il a déjà dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le cadre qui manque ou quoi? Parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'il a demandé cela. Non, madame, il est chef de l'État. C'est le chef de l'État qui doit faire le premier pas. Mais il ne le fait pas. C'est ça le problème. Il voyage souvent, mais il ne le fait pas. Non, il attend le moment opportun. Quel moment? Parce que le temps passe aujourd'hui, on risque de prendre Goma. Il attend le moment opportun. Parce que nous disons, nous espérons que le président de la République, comme il sait si bien le faire, il appellera la classe politique. Quand Goma va tomber ou quand Bukavu va tomber, c'est là où il appellera? Bon, pour nous, ce qui est important, c'est que le président de la République, autour de lui, ait les personnes qui ne partagent peut-être pas la même vision que lui, mais qui sont capables de l'accompagner pour garantir l'intégrité territoriale. Dernier sujet, parce que nous sommes en train d'atterrir tout doucement. Les sorties médiatiques des proches du président de la République, ça pose aussi énormément de problèmes. Il y a eu 2 sorties que les uns qualifient de ratées, la sortie de Bisselele, la sortie de Nicolas Kazadi. Est-ce que vous, en tant qu'intellectuel, est-ce qu'elle est proche du président? Il fallait rajouter aussi la sortie d'André Mbata. Ah, ça, ouais. Qui estime que parce que le pape viendra et tout ça. Merci. Vous l'avez encore ajouté. Ça, c'est vraiment une sortie. Permettez l'exception. Si on a lobby, je risque d'être convoqué au CESAC. Parce que le terme était trop fort. Vraiment une sortie ratée, c'est même petit. Mbata nous dit que non, aujourd'hui, les catholiques voteront Fachi parce qu'il a fait appel au pape. Mais c'est quoi? Mais je me demande si c'est vraiment le même professeur Mbata que nous avons connu. C'est le pouvoir, madame. Le pouvoir embête? Excusez-moi, je me pose la question. C'est le pouvoir, c'est l'argent, ça rend... Excusez-moi, je soutiens les initiatives du chef de l'État, j'accompagne le chef de l'État, mais je suis regardant dans certaines choses. Le président Tshisekedi, lorsqu'il prend le pouvoir, il a voulu d'une rupture.
Il n'a pas besoin des gens qui vont venir faire pour lui le Djalelo. Ça, c'est pire que le Djalelo, papa. Il n'a pas besoin de ça. C'est pire que le Djalelo. Il n'a pas besoin que les gens viennent nous C'est pas le rappeler qu'il est prof que nous avons Il n'a pas besoin de je suis ça. désolé. Et donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, les job description au niveau de ceux qui accompagnent le chef d'État doit être la base. Une sortie ratée, hein, pour Pour Maga. compter. Il pouvait dire tout ce qu'il pouvait dire, mais nous faire comprendre que l'arrivée du pape est un élément déclencheur pour la réélection du président de la République, non. C'est pas le président de la République qui vient chez nous. Le président de la République sera réélu sur base de son bilan. C'est pas pour le pape, hein. Pour à cause du pape, ou grâce au Mais pape. alors, si maintenant Joe Biden arrive ici, Ah, là, ça sera pire. si Macron arrive ici, excusez-nous. Donc, c'est un professeur que je respecte beaucoup, mais sur ce point de vue, je ne partage pas. Par rapport au salaire du président, comment on appelle ça? Les émoluments. Les émoluments du président de la République, le salaire du président de la République. Est-ce que c'est au ministre des Finances de diminuer ou c'est une loi qui doit passer à l'Assemblée nationale? C'est une loi, madame. C'est une loi. Mais qui lui a permis de rabattre ça comme ça sans que... C'est pourquoi j'ai dit que le pouvoir, madame, change de comportement des hommes. Donc, Madame Olive avait raison. Son mari, qui est aujourd'hui l'ancien président, n'a jamais reçu les 680 000 depuis combien d'années? Depuis 4 ans? Je ne sais pas si elle n'a pas reçu cet argent, parce que je ne suis pas dans... Oui, dans les secrets des dieux, Mais le ministre Nicolas Kazadi sait impérativement qu'il y a une loi sur les statuts des anciens présidents de la République, ok? Et dans cette loi-là, on a donné un pourcentage. Dire aujourd'hui, par déclaration, parce qu'on veut plaire à quiconque, comme ça, sans que cette loi n'ait été modifiée au niveau de l'Assemblée nationale, bon, peut-être qu'il y a une commission, et déjà la commission a statué, mais il faut que cette loi-là doit être promulguée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il faut parler. C'est une sortie pour moi qui est aussi ratée. Et la sortie de Bisselele pour vous, c'était la goutte d'eau? Non, la sortie il a de dévoilé des secrets qu'il ne fallait pas? Bon, l'émission a été tournée bien avant la période pour laquelle elle a été diffusée. C'est un combat politique. Tous les coups sont permis. Hein. Tous les coups sont permis. Et j'entends que dans le cabinet du chef, ça c'est pas des coups, c'est vraiment des matraques. Hein. Ils se battent entre eux comme des chiffonniers. Mais autour du roi, tout le monde a besoin de pouvoir être entendu. Il appartient au président de la République, il appartient au père qui connaît ses fils, il connaît les compétences de ses enfants, de pouvoir dire, tiens, voilà ce que j'ai dit de faire, voilà ce que j'ai dit de faire. Mais au jour d'aujourd'hui, ceux qui accompagnent le chef de l'État sont plus djalelistes, sont plus fatistes que lui-même. C'est ce que nous ne comprenons pas. Merci Djamani, en tout cas nous sommes à la fin. Merci en tout cas de nous avoir donné votre point de vue qui est vraiment agréable à entendre. Un consensus comme ça c'est rare, on n'en a plus. Nous sommes tellement dans les extrêmes aujourd'hui, chacun est vraiment dans les extrêmes et les extrêmes n'est vraiment pas très bon pour un pays, il faut toujours un consensus. Nous avons qu'un seul pays, Djamani l'a dit, il faut que le président fasse le premier pas, parce qu'on ne peut pas faire la guerre s'il y a déjà une guerre interne, si on n'est pas unis en interne, on ne gagnera pas en externe. Et donc, toute ma compassion pour les habitants de l'Est, dans l'Est de la République, et je croise les doigts pour la ville de Goma, soyons unis, soyons forts. La RDC, eh ben, c'est notre pays, nous l'aimons. Et nous soutenons nos institutions, nous soutenons les FRDC pour que notre pays puisse être un et indivisible. Merci et à très bientôt.